Téléspectateurs et téléspectatrices de Frika TV, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre émission économique sur Frika TV, Economy First. En ce jour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous allons devoir étudier ou bien analyser un autre pan de l'économie africaine. Aujourd'hui, nous parlons de la question de la monnaie et plus précisément du franc CFA en Afrique de l'Ouest et dans l'UEMOA. Alors, 8 pays de l'UEMOA, entendez, Union économique et monétaire Ouest-Afrique, et 6 pays de la CEMAC, entendez, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ont pour monnaie le franc CFA. Et puis, depuis lors, les voix s'élèvent pour exiger la fin de cette monnaie, qui est d'ailleurs considérée par les Africains comme le symbole de la colonisation. Alors, la France a récemment acté officiellement la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Et l'on se pose la question de savoir si c'est la fin de l'impérialisme de la France sur ses anciennes colonies, ou alors est-ce juste un simple jeu de mots. Et comme vous pouvez bien le savoir, le franc CFA disparaît pour céder la place à l'éco. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, en ce jour, nous allons échanger sur cette question bien précisément. Et je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec un économiste et expert financier. Mais avant de pouvoir planter le décor sur ce plateau, nous allons d'abord observer cette petite transition avant de revenir sur la table du débat. Je vous l'ai dit tantôt, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec M. Emmanuel Kounien, il est économiste et expert financier. Ensemble avec lui, nous allons échanger sur cette question de la disparition ou bien de la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest pour pouvoir céder nécessairement la place à l'éco. Alors M. Kounien, bonsoir et bienvenue sur Frika TV. Bonsoir Guy Michel et merci de m'inviter, merci de me convier, n'est-ce pas, à cette réflexion sur ce sujet très très épineux. Je crois que nous allons essayer d'examiner les contours et que nous serons, n'est-ce pas, à la hauteur des attentes de vos millions de téléspectateurs. Alors, Monsieur Kounien, merci infiniment pour votre présence sur le plateau de Frika TV. Nous allons immédiatement nous retourner vers la régie pour avoir le tout premier élément qui fixe le décor sur cette émission. En attendant, nous allons suivre correctement cet élément et nous reviendrons sur la table du débat. La France valide officiellement la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Paris a renoncé le mercredi 20 mai 2020 à ses engagements habituels concernant le franc CFA dans la zone ouest-africaine. À ce titre, la moitié des réserves de change de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne sera plus déposée au Trésor français. Par ailleurs, la France se retire de ses instances de gouvernance et ne participera plus au conseil d'administration de la BCEAO. Le franc CFA cède ainsi la place à une nouvelle monnaie appelée ECO. Dans une déclaration du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le rôle de la France évolue pour devenir celui d'un strict garant financier de la zone Ouest-Afrique. C'est une fin symbolique qui devrait s'inscrire dans un renouvellement des relations entre la France et l'Afrique. Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi qui donne feu vert à la transformation du franc CFA en la monnaie ECO. On assiste ainsi à la déclaration de l'accord du 21 décembre 2019 annoncé par le président ivoirien Alassane Ouattara en présence de son homologue français Emmanuel Macron. La réforme ainsi lancée, il revient aux 8 pays de l'UEMOA de valider la dénomination de cette monnaie ECO comme initialement prévu. La nouvelle monnaie sera étendue sur l'ensemble des États de la communauté économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest au fil du temps. Alors, le franc CFA disparaîtra bientôt de la circulation en Afrique de l'Ouest. C'est l'essentiel que nous pouvons retenir de ce reportage de notre collègue. Est-ce qu'à votre avis, M. Emmanuel Kounien, est-ce là la bonne nouvelle qui concrétise enfin la libération des États de l'UEMOA de l'emprise de la France? C'est la bonne nouvelle, mais dire que, n'est-ce pas, ça concrétise la libération des pays de l'Afrique de l'Ouest de l'emprise de la France, c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ce qui lie, n'est-ce pas, les États de l'Afrique de l'Ouest à la France, c'est des accords. C'est des accords, et ces accords ont été signés à la veille des indépendances. Ces accords sont là, les accords existent. Les accords, par exemple, dans ces accords, nous pouvons, au pif comme ça, vous dire que dans ces pays, les ressources naturelles
où les matières premières doivent être prioritairement, n'est-ce pas, vendues à la France, et les États n'ont le droit de vendre ailleurs que si la France n'en a pas besoin. Donc, et vous savez bien que les matières premières, les prix des matières premières sont fixés par les acheteurs. Donc, le cacao, par exemple, la France est le premier acheteur. Donc, tout cela rentre dans un package. Donc, on ne peut pas extirper le franc CFA et, n'est-ce pas, résoudre le problème de CFA en espérant avoir coupé le cordon ombilical entre les États de l'Afrique de l'Ouest, les États francophones de l'Afrique de l'Ouest et la France. Mais toutefois, le fait de mettre fin, n'est-ce pas, à l'appellation franc CFA et à un certain nombre de contraintes, notamment le fait que, n'est-ce pas, un représentant de la France siège à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et le fait que les réserves, la moitié des réserves est déposée, n'est-ce pas, au Trésor français dans le compte d'opération, tout cela fait en sorte qu'on puisse penser, qu'on puisse dire qu'il y a une avancée. Mais cette avancée ne peut pas nous permettre de dire que les États de l'Afrique de l'Ouest échappent entièrement, n'est-ce pas, au contrôle de la France, étant entendu que le taux de change entre l'éco et l'euro reste un taux fixe. Et ce taux-là, s'il est fixe, il est certainement garanti par quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est certainement la France. Donc, il y a encore des liens qui sont là et qu'il faut travailler, n'est-ce pas, pour s'en débarrasser. Je crois que ce qui a beaucoup plus poussé la France, c'est cette affaire de sentiment anti-français, parce qu'on en parle beaucoup, et même entre les États européens, la France est huée, la France est considérée comme, n'est-ce pas, le bastion de la colonisation, le dernier repli de la colonisation, et puis les Français eux-mêmes se sentent un peu gênés, peut-être pas les dirigeants français, mais le citoyen français n'est pas à l'aise de reconnaître que son pays reste un pays colonisateur. Donc c'est un effort qui est fait, mais il faudrait comprendre que cet effort est un départ. Il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, aux objectifs attendus. Il se trouve quand même que dans une déclaration publique, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Luc Le Drian, a déclaré que la France reste et demeure le garant de l'économie dans ces États de l'Afrique de l'Ouest et surtout dans l'UEMOA. Alors, je voudrais aussi poser cette question. De tous ces changements, en fait, qu'est-ce qui a changé concrètement? Qu'est-ce qui a vraiment été modifié? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Le simple fait, n'est-ce pas, de ne pas déposer ses réserves de change au Trésor français, ces réserves au Trésor français, c'est quelque chose. Ça, il faut le dire, on ne peut pas dire autrement. Le fait que le représentant de la France ne siège plus, n'est-ce pas, au conseil d'administration de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose. Bon, le fait que le mot franc des colonies françaises d'Afrique ne soit plus prononcé, c'est également quelque chose. Donc tout cela, c'est des avancées et on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mais je voudrais qu'on reconnaisse que on est là dans un système dans lequel on a beaucoup de facteurs ou de paramètres qui tiennent, n'est-ce pas, les États d'Afrique de l'Ouest, et on ne peut pas dire que on change l'autre sans l'autre et sans le tout. Si on veut libérer les États d'Afrique, il faut reviser tous les accords et puis donner la possibilité aux États africains, n'est-ce pas, de pouvoir n'est-ce pas, évoluer et prendre toutes les décisions dans tous les domaines économiques par eux-mêmes. D'accord. M. Cournier, à quoi renvoie, selon vous, véritablement l'éco? Quelles sont les références culturelles ouest-africaines sur lesquelles se projette cette nouvelle monnaie? En d'autres termes, la monnaie éco nous inspire quelle marque d'identité de cette région du continent noir? Non, je crois que c'est un choix. C'est un choix, je ne sais pas exactement à quoi ça renvoie, mais c'est un choix que les États d'Afrique de l'Ouest ont fait. Je suppose que ça renvoie à quelque chose, mais la vérité... seulement le diminutif du mot économie? Oui, éco. Bon, oui, peut-être ça, peut-être autre chose, pourquoi pas. Nous attendons qu'on puisse nous expliquer à quoi ça renvoie, mais je crois que ils n'ont pas voulu prendre un mot ou un nom ou un symbole qui risque de ne pas représenter toute la diversité de l'Afrique de l'Ouest. Donc je crois qu'ils ont voulu prendre quelque chose dans lequel tout le monde pourra se retrouver ou personne ne pourra se retrouver. Pour qu'on ne pense pas que telle personne a dominé sur l'autre. En Europe, par exemple, ils ont pris l'euro. L'euro, ça veut dire l'Europe, donc ça renvoie à tout le monde, mais tout le monde sait que la monnaie euro a pour base, pour socle, le Deutsche Mark, c'est la monnaie de référence, c'est-à-dire que l'euro en réalité c'est le Deutsche Mark. Mais on lui a donné ce nom-là pour que tout le monde se retrouve dedans. Je crois que c'est un peu ça. D'accord.
Sur ce, nous allons encore nous retourner du côté de la régie pour prendre cet autre élément qui nous présente naturellement une vue d'ensemble sur certaines manifestations, parce qu'en fait, il faut comprendre que la décision d'abolir ou bien de mettre fin franc CFA vient de très loin. Suivons donc cet élément que nous propose la régie de Africa TV. Le franc CFA n'a plus sa raison d'être pour le panafricaniste Semi Keba qui dit halte à la colonisation. Est-il normal que nous parlions de souveraineté et que notre monnaie soit battue par l'ancienne puissance coloniale qui d'ailleurs n'a que ancienne que le nom? On part du principe que si on veut des rapports sains avec la France, il faut que la France cesse de nous escroquer sur le terrain économique. Aucune décision économique à l'intérieur de nos régions ne peut être prise sans la présence française. Cela montre que nous ne sommes pas libres. La société civile sénégalaise, à l'image du mouvement Y en a marre, embouche la même trompette. Selon Tchad, il y a urgence à se battre contre cette monnaie. Parce que cette monnaie qui est créée par la France, qui est fabriquée en France, une banque gérée par la France, garantie par la France, c'est aberrant. C'est aberrant, nous ne pouvons plus l'accepter, trop c'est trop. Aujourd'hui, il est inacceptable que la France continue de piller les ressources africaines. Selon le professeur Bouba Diop, il est convaincu que l'Afrique est capable d'avoir sa propre monnaie. Pourquoi pas une monnaie panafricaine, ça c'est sur le long terme. Il y a des communautés économiques en Afrique qui se sont structurées depuis très longtemps, qui ont fait un travail remarquable. Et aujourd'hui, les mécanismes de domination, d'aliénation, ces mécanismes doivent être complètement liquidés. C'est pour cela qu'il y a ce vent très fort pour que le franc CFA ne puisse plus être l'arme que la France utilise pour non seulement améliorer son mieux-être au détriment des Africains. Donc, la journée du 26 décembre a été d'ailleurs initiée comme journée de riposte contre le franc CFA. Les travaux issus de cette journée seront bientôt soumis aux dirigeants africains. Alors, M. Kougné, je pense que vous avez regardé ensemble avec moi ces manifestations, ces éclats de voix qui concrétisent davantage cette volonté pour les Africains de pouvoir se débarrasser de cette monnaie qui était à un moment donné déjà considérée comme la monnaie de la honte. Alors actuellement, la France se dit prête à renoncer, ou bien la France se dit avoir renoncé au franc CFA. Et je voudrais vous poser la question de savoir, est-ce une volonté pour la France d'avoir laissé ou bien abandonné ce projet qui a duré quand même depuis les années après l'indépendance, ou alors est-ce le produit d'une lutte des Africains qui peut aujourd'hui s'interpréter comme une sorte de victoire de ces États face à l'ancienne colon? Oui, je crois que pour répondre à cette question, il faudrait commencer par faire comprendre le rôle de la monnaie au sein de l'économie. Parce que le tout n'est pas d'avoir sa monnaie. Parce que la monnaie a un des rôles les plus importants, qui est celui de réserve de valeur. Ouais. Réserve de valeur, ça veut dire que si vous avez un bien, vous pouvez, au lieu de le garder entre vos mains, vous pouvez le transformer en la monnaie qui a pouvoir libératoire sur votre territoire, et puis garder cette monnaie par devant vous. Mais il faudrait s'assurer que cette monnaie a une valeur crédible, a une valeur qui ne va pas être changeante systématiquement. Donc la France, là, joue un rôle très important, à savoir celle de nous imposer la parité fixe. Bon, maintenant, nous avons en Afrique de l'Ouest, il y aura une banque centrale. Cette banque centrale doit pouvoir, n'est-ce pas, battre monnaie. Ouais. Mais est-ce que cette banque centrale doit avoir la liberté de donner des crédits à l'économie à sa guise? Parce que si elle doit avoir la liberté de donner des crédits à l'économie à sa guise, alors à un moment donné, on peut se retrouver dans une situation où la masse monétaire est très importante et où on n'arrive plus à obtenir, n'est-ce pas, les réserves de change qui vont permettre, n'est-ce pas, d'acheter par exemple à l'étranger. Donc le plus important pour moi ici, c'est de faire comprendre que aucune monnaie puisse avoir une certaine crédibilité. Il faudrait que l'économie de ces États-là, que l'économie de l'État qui a la monnaie puisse être capable de porter cette monnaie. C'est-à-dire qu'il faudrait que, quand vous avez votre monnaie, que vous soyez sûr et certain que vous êtes entré dans un certain nombre de chaînes de valeur pour ce qui concerne l'industrie, qui vous permettent de donner de la plus-value à vos matières premières. Par exemple, vous les transformez, ça donne la plus-value et vous les vendez raisonnablement à l'étranger pour vous permettre d'engranger suffisamment de devises que vous devez garder pour soutenir votre monnaie. Est-ce que le fait que nous soyons passés à l'éco
et que nous ne déposons plus nos réserves au Trésor français, nous donne la possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, avoir les réserves d'échange nécessaires pour pouvoir soutenir notre monnaie. Voilà un travail qu'il faut faire. C'est d'ailleurs pour cela que, pour ce qui est de l'écho, au départ, il était question que les pays qui avaient rempli les conditionnalités qu'on appelait les critères de convergence, puissent être les premiers, n'est-ce pas, à entrer à l'écho. Et puis le Nigeria et le Ghana, qui étaient les pays qui avaient suffisamment d'expérience, ont fait comprendre aux autres États qu'il fallait que les États de l'Afrique de l'Ouest et les États francophones puissent couper le cordon ombilical avec la France, intégralement, et avant d'entrer dans l'écho. Et puis que ces États-là remplissent chacun ces critères de convergence. Vous voyez bien que même à l'euro, quand il a fallu démarrer, c'est une poignée d'États qui ont d'abord commencé, et les autres ont travaillé pour remplir les critères de convergence et entrer dans l'euro. Donc, c'est bien que le mot franc des colonies françaises d'Afrique soit parti. C'est bien qu'on puisse avoir une monnaie. Maintenant, il y a un travail sérieux à faire pour la mise en place de cette monnaie. Et ce travail doit être fait sérieusement parce que la France, elle observe. Si c'est la France qui va continuer à garantir la parité de cette monnaie, si elle a une parité fixe, ça va devenir compliqué parce que le Nigeria ne peut pas rentrer dans une monnaie qui a une parité fixe. Donc, le problème de parité doit se poser et il faudrait que ce verrou également saute. Et si le verrou saute, alors ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que si le verrou saute et que la masse monétaire n'est pas suffisamment contrôlée, on va se retrouver dans une situation de l'inflation ou bien la monnaie va perdre sa valeur, on va rentrer dans des dévaluations et si on dévalue à plusieurs reprises ou bien jusqu'à un certain niveau, alors les acteurs économiques et les opérateurs économiques de la zone vont commencer à avoir peur de cette monnaie. Tout à fait. Et on va se retrouver dans une situation où le rôle de réserve de valeur ne pourra plus être assumé par cette monnaie et on va entrer dans une multimonétarisation. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans la situation du Congo démocratique où vous allez payer quelque chose à quelqu'un, vous apportez l'écho, il dit non, paye-moi en dollars, paye-moi en euros parce qu'il a confiance à cette monnaie. Et en ce moment, plusieurs monnaies doivent entrer dans la zone et on va entrer dans une perturbation économique qui va compliquer l'existence dans cette économie. Donc, il y a un travail sérieux à faire pour pouvoir, n'est-ce pas, encadrer cette monnaie et que ceux qui ont l'expérience de la gestion des monnaies et des politiques monétaires puissent prendre le devant. Je veux parler du Nigeria et du Ghana. Et que les autres n'entrent que quand ils ont rempli un certain nombre de conditionnalités, notamment les critères de convergence qui ont été posés au départ. Donc, c'est bien que la France elle-même se soit retirée, mais je pense que la France se retire, mais elle regarde tranquillement la zone en se disant, nous allons voir comment ils vont continuer, parce qu'elle dit qu'elle est encore la personne qui va garantir la parité de cette monnaie. Or, le Nigeria ne peut pas accepter que la France garantisse la parité de sa monnaie. Donc, il y a encore un gros problème à régler par rapport, n'est-ce pas, au taux de change de cette monnaie. Est-ce que cette monnaie arrive à un panier monétaire? Est-ce qu'elle est arrivée seulement à l'euro? Est-ce qu'elle est dans un taux? Parce que le président Ouattara est clair et formel là-dessus. Il faut que le taux de change soit fixe et que le taux de change par rapport à l'euro soit fixe, parce que c'est ça qui fait la stabilité et ça qui permet, n'est-ce pas, d'assurer le taux de croissance que la Côte d'Ivoire a connu jusqu'à maintenant. Est-ce que les autres États vont entrer dans le train de cette manière? Il y a un grand boulot à faire autour de cette monnaie pour qu'elle puisse voir le jour. Alors, à côté de ça, il faut quand même préciser, M. Kounié, que le président Ouattara, qui, à la suite d'une rencontre avec le président Emmanuel Macron, a déclaré haut et fort que l'UEMOA va effectivement épouser, ou bien mettre fin au franc CFA et épouser directement cet écho qui va par la suite s'étendre sur toute la zone, c'est-à-dire sur toute la zone ouest africaine. Mais je voudrais encore poser la question de savoir, toutes ces personnes qui ont quand même marqué leur indignation par rapport à cette déclaration du président Ouattara en le qualifiant de préfet de France, est-ce à dire que ces personnes ont tort de croire que le président Ouattara s'inquiète quand même de ce que si on essaye de fonctionner en cavalier solitaire et si on n'est pas toujours plus ou moins encadré par la France et pourquoi pas par l'euro, on devrait naturellement naviguer en eau trouble, M. Kounié? Non, pas forcément, pas forcément. Il y a des États qui sont
même moins importants que la Côte d'Ivoire, qui ont leur monnaie. Par exemple, le Rwanda a sa monnaie. Le Rwanda est un petit pays. Le Rwanda fonctionne parfaitement bien parce que l'économie rwandaise a développé quelque chose d'extraordinaire. Il y a le Burundi. Voilà, ces États-là, ils ont développé le tourisme, qui constitue, comment dirais-je, un aspect très important de soutien à la monnaie. Parce que si vous vous trouvez, par exemple, dans un pays, je ne sais pas où, aux Caraïbes, je ne sais pas, dans un coin du monde, et que vous pensez que le tourisme rwandais ou burundais ou ghanéen est très intéressant et que vous êtes un touriste, la première réaction, c'est que si vous pouvez, là où vous êtes, trouver la possibilité de changer votre monnaie locale en monnaie de votre destination, vous allez le faire. Ce qui fait que ça crée une demande. Tout à fait. La demande de la monnaie de la localité où vous allez. Si vous ne pouvez pas, dès que vous arrivez à l'aéroport, vous avez besoin de la monnaie locale pour pouvoir faire vos opérations, prendre le transport, etc., aller payer votre hôtel, etc. Changer tout simplement. Voilà. Donc, cette monnaie-là, dès lors que de tous les coins du monde, les gens ont intérêt, comment dirais-je, expriment la demande des biens et services dans ces pays, ça donne de la valeur à la monnaie parce que cette monnaie est recherchée. Donc, on ne peut pas penser qu'on a absolument besoin de l'encadrement. Moi, je crois qu'on a besoin plutôt de l'organisation. Et puis, un pays comme le Nigeria a traversé toutes ces étapes. Tout à fait. Le Naira a vu les vertes et les pas mûres. Ils ont connu l'inflation à plusieurs reprises. Ils ont connu la dévaluation. Ils ont connu tout ce que vous voulez. Mais ils ont réussi, par apprentissage, à stabiliser leur monnaie et à mettre sur pied des politiques monétaires qui fonctionnent à l'heure actuelle. Le Ghana également. Et le pays dont je viens de citer également. Donc, on n'a pas peur, on ne doit pas avoir peur on ne doit pas penser qu'on doit toujours être sous la paternité de la France. Non, il faut s'affranchir. Il faut s'affranchir et chercher les voies et moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une monnaie qui est soutenue par les efforts économiques de l'État qui crée la monnaie. La zone monétaire est importante. Elle est importante tout simplement parce que la monnaie permet de faire des échanges intracommunautaires, d'un État à un autre, d'un État à un autre, de faire le commerce transnational d'un État à l'autre. Mais cela suppose également que vous avez des infrastructures, que vous avez des chemins de fer qui vont d'un État à l'autre. Cela suppose un certain nombre de préalables qui existent en Afrique de l'Ouest. Parce que la circulation des hommes et des biens en Afrique de l'Ouest aujourd'hui est un fait. C'est un avantage qui fait qu'une monnaie pour toute la zone d'Afrique de l'Ouest est la bienvenue parce qu'on fait déjà ce commerce-là d'un pays à l'autre, du Ghana. Oui, la libre circulation est une réalité en Afrique de l'Ouest. Voilà, ça c'est très important. Mais il faudrait également qu'on aille vers la transformation structurelle, n'est-ce pas, des économies de ces États qui doivent pouvoir être en mesure d'entrer dans de nouvelles chaînes de valeur, comme j'ai dit, dans de nouvelles chaînes de valeur, qui permettent de donner la plus-value aux matières premières et aux ressources naturelles. Qu'on ne les vende pas, n'est-ce pas, à l'état brut, qu'on puisse les transformer un peu pour y ajouter la plus-value. Et d'approche en approche, si on entre dans plusieurs chaînes de valeur, vous voyez que quand vous prenez 1 kilo de cacao, à la fin, le producteur gagne moins de 10% du prix final. Ça veut dire que si on était rentré dans plusieurs chaînes de valeur et qu'on a de transformation, on pourrait gagner même 50%. Parce que chaque fois que vous exportez la matière première brute, vous exportez et vos bénéfices et les emplois, vous exportez tout cela. Tout à fait. Donc il faudrait qu'on comprenne que si on doit avoir une monnaie respectée, qui puisse avoir une valeur solide à l'international, il faudrait qu'on puisse avoir des entreprises solides, des entreprises, notamment des industries solides, et que des services comme le tourisme et tout cela soient suffisamment développés pour qu'on puisse avoir la possibilité de collecter suffisamment de devises pour pouvoir rendre la monnaie forte. Bien évidemment que nous parlons de l'Afrique de l'Ouest, mais je voudrais également vous interpeller sur cette question qui fait quand même croire qu'en Afrique de l'Ouest, on a presque tout ce qu'il y a de plus grand en Afrique. Par exemple, le Nigeria, c'est la première puissance économique en Afrique. Nous avons le Ghana, qui également est l'un des plus grands producteurs de cacao en Afrique, tout comme la Côte d'Ivoire. Et s'appuyant donc sur leur monnaie, nous avons également le Sénégal, qui est l'un des pays qui tire très grand profit de sa ressource touristique. Bref, un ensemble de grandes puissances qui se trouvent en Afrique, et pourquoi pas en Afrique de l'Ouest, qui veulent se mettre ensemble pour pouvoir fédérer leurs énergies et pouvoir aller de l'avant autour de leur monnaie commune. Alors, est-ce qu'on devrait continuer à pouvoir craindre les effets néfastes
est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation où il vaut mieux essayer et réajuster pour pouvoir être plus productif que de rester dans l'incertitude ou bien dans la crainte d'échouer et finalement ne rien faire? Est-ce que l'idée même de cette monnaie économique, dans une zone où la libre circulation est déjà concrète, est-ce que véritablement cela n'augure pas un lendemain meilleur? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre de côté les hésitations pour passer directement à l'acte? Comme ils ont dit, le 1er juillet, on passe naturellement à l'éco. Non, je crois qu'il y a lieu d'hésiter. Hein. Et moi, je crois que c'est tout à fait normal qu'on hésite. On doit hésiter parce que quand vous êtes avec quelqu'un, à deux, vous allez gérer des biens en commun, ce n'est pas toujours très certain que les intérêts seront bien compris. L'idéal aurait voulu que chaque État crée d'abord sa monnaie, expérimente la gestion de sa monnaie, et qu'à terme, quand on a maîtrisé la monnaie, qu'on rentre à l'union monétaire. Est-ce que l'exemple de la maîtrise du Naira nigérian, du Cedi ghanéen, ou bien d'autres petites monnaies qui se trouvent en Afrique de l'Ouest ne peuvent pas déjà conférer à ces États la maîtrise, la parfaite maîtrise? Et si on prend le cas du président Ouattara, qui a quand même été l'une des grandes personnalités au Fonds monétaire international, est-ce que ces personnes ne constituent pas en termes de ressources humaines et ressources matérielles ou bien de ressources managériales des têtes bien pleines pour pouvoir conduire au bon port une monnaie unique en Afrique de l'Ouest? Oui, M. Ouattara a été au Fonds monétaire international. M. Ouattara était même président de la banque, je crois, de la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais tout ça sous l'emprise de la France. Et il s'agit de gérer une monnaie. Et quand on gère une monnaie, c'est du coup par coup. Le Nigeria, par exemple, s'est retrouvé dernièrement, quand il y a eu la chute des cours de matières premières, de matières du pétrole, dans une situation où une crise est arrivée, un choc est arrivé. Le choc, d'ailleurs, nous l'avons subi au Cameroun, parce que à la faveur de ce choc, nous n'avons pas pu avoir les moyens pour boucler nos projets structurants. Et c'est ces chocs-là qui nous ont conduits vers le nouveau plan d'ajustement structurel avec le nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Donc, le Nigeria a géré ce choc, par exemple, de manière extraordinaire, parce que les autorités monétaires nigérianes ont pris plusieurs mesures, parmi lesquelles, par exemple, comment on peut appeler ça, l'interdiction d'acheter pour l'État. Enfin, ils ont pris une loi d'orientation du contenu local qui consiste d'amener l'État à ne pas acheter un certain nombre de biens pour les services publics à l'étranger. Par exemple, les meubles et des choses comme ça. C'était strictement interdit. Et toutes ces commandes ont été orientées vers les PME. Et les PME se sont retrouvées avec de grandes commandes. Et l'État a honoré ses engagements vis-à-vis de ces PME, ce qui a réchauffé l'emploi au moment où il y avait des difficultés. En plus, ils ont fait baisser le taux directeur à la BA parce que c'est eux qui ont le pouvoir de le faire. Et le taux de réserve que les banques doivent garder, le taux de réserve que les banques doivent, le taux obligatoire que les banques de dépôt que les banques doivent laisser à la Banque centrale, ils ont réduit, je crois, de 25 à 20%. Vous parlez de la BEAC? Non, je parle du Nigeria, la Banque Nigeria. Ce qui fait que ce gap de trésorerie, ce volant de trésorerie a été redistribué aux PME et à l'économie pour pouvoir permettre à l'économie de se réchauffer. Et c'était une mesure inédite, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qu'ils ont conçu par eux-mêmes. Et ça, on ne peut pas le voir parce qu'on est à la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest ou bien parce qu'on est au Fonds monétaire international qui ne gère pas une politique monétaire en difficulté face à une économie en difficulté. Donc, M. Ouattara ne peut pas être un exemple. Par contre, le Nigeria peut être considéré, ou le Ghana, comme la locomotive en Afrique de l'Ouest, qui peut, de par leur expérience, conduire, n'est-ce pas, la mise en place de cette monnaie et amener les autres à suivre, parce qu'ils ont une expérience avérée. Mais il faudrait noter que il y a des freins, c'est-à-dire que les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest sont en train d'aller à l'éco en freinant de 4 fers sur un certain nombre de points. Et il faut noter également que le Nigeria et le Ghana ont été clairs là-dessus. Si vous voulez qu'on rentre à l'éco, vous devez couper le cordon ombilical qui vous lie à la France, c'est-à-dire tout ce qui, les accords économiques qui vous lient à la France, vous devez mettre fin à cela. Et bien entendu, si on tient compte des déclarations des Ghanéens et des Nigérians, on peut dire qu'il n'est pas question qu'on rentre, n'est-ce pas, dans un éco
qui doit avoir un taux de change fixe avec l'euro. Et puis, si tel est le cas, on aura encore à attendre parce qu'il faudrait bien que les États de l'Afrique de l'Ouest s'accordent, les États francophones de l'Afrique de l'Ouest s'accordent avec le Nigeria et le Ghana pour qu'on puisse se mettre réellement en place cet écho. Sauf si ce sera l'écho de la zone franc. Et en ce moment, bon, ça sera quelque chose qu'on va expérimenter, on verra bien. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y aura eu une avancée, mais on ne sera pas sorti de l'auberge. Tout à fait. Alors finalement, est-ce qu'on n'est pas en mesure de penser que le passage du franc CFA à l'éco ne serait pas plutôt qu'une distraction par la France visant à garder la main mise sur les États de l'UEMOA au détriment de toute une communauté économique ouest-africaine, la CEDEAO, qui envisage plus d'autonomie sous le socle de cette monnaie unique? Vous croyez que le fait que la France se soit immédiatement précipitée à donner l'impression d'abandonner le franc CFA et de conseiller à ces États, ces 8 États de l'UEMOA de l'adopter pour pouvoir le propager sur toute la CEDEAO, alors que la CEDEAO est effectivement en train de réfléchir sur une monnaie unique dans leur zone, en pensant que ces États cherchent aussi à abandonner complètement la France comme tutelle financière? Est-ce que vous croyez que ces manigances entre la France et les États de l'UEMOA ne constituent pas plutôt une distraction afin de faire échouer le projet de la monnaie unique de ces États de la CEDEAO en général? Non, je crois que ce n'est pas une manœuvre, c'est une problématique. C'est une problématique qui est posée. Et plus on la pose, mieux ça vaut. Ouais. Le problème est posé. Et la France elle-même a ses problèmes. Elle a ses problèmes. Et elle a d'ailleurs, quand M. Macron parle de sentiment anti-français, oui, ça n'arrange pas la France. Ce qui est réel, parce que les manifestations, on en trouve un peu partout dans le monde. Tout cela fait que, en prenant cette décision, la France également fait un effort pour que le sentiment anti-français s'estompe un tout petit peu, et pour que la France ne soit plus regardée comme un pays colonisateur, que la France ne soit le dernier bastion de la colonisation. Cela dit, est-ce que la France, le faisant, essaie de distraire? Non. La France prend un risque. Elle prend un risque de perdre quelque chose. Parce que vous le voulez ou pas, les réserves de change qui étaient dans le compte d'opération, 50% que vous le vouliez ou pratiquement. pas, les Français ont depuis très longtemps utilisé cet argent pour combler le déficit budgétaire, pour résoudre un certain nombre de problèmes. Ouais. Et puis, il faut dire la vérité, la contrepartie de cela était le fait que la France assurait un taux de convertibilité illimité, et c'était le service rendu, et puis la contrepartie en termes de paiement. Donc, parce que j'entends souvent les gens dire non, il faudrait qu'on aille dans notre compte d'opération, voir ce qu'il y a dedans et nous rembourser, mais il n'y a rien dans votre compte d'opération. Vous avez eu un service et la contrepartie était, n'est-ce pas, ce que vous déposez là-bas. On ne voulait pas trop le dire ainsi pour ne pas donner l'impression de vous dire que vous êtes en train de payer pour la civilisation. C'est parce que vous mangez du pain, vous avez le beurre, vous portez la cravate et tout ça. On peut dire que pour les Français, c'était la contrepartie, mais ils n'ont jamais osé le dire ainsi. Mais dans leur esprit, c'est comme ça qu'ils ont conçu cela. Donc, si on ne dépose plus nos réserves dans le compte d'opération, je crois que c'est un très grand pas. Mais il faudrait continuer. Il y a beaucoup d'écueils, il y a beaucoup de verrous qu'il faut faire sauter. Et c'est pas parce qu'on peut ne pas avoir fait sauter tous les verrous, mais il faudrait qu'on continue à faire sauter les verrous de manière à ce qu'à un moment donné, qu'on puisse se sentir entièrement libéré. Ce qui est fait, pour ma part, est une avancée sérieuse. C'est une avancée sérieuse, et je crois que les Français le veulent ou pas, ils ont lâché un peu de lest. De manière qu'on a 50% quand même de chaque État, de pratiquement 14 États, 50% de leurs ressources reversées au Trésor français. Mais vous estimez que 14 pays peuvent déposer 50% de leurs ressources pour un seul État, et vous estimez que ce n'est pas assez pour que ces personnes demandent des rétributions sur ce qui peut avoir reliquat si on solde le compte du franc CFA? Oui, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous venez du champ avec votre cacao, on donne le prix. Ouais. Si vous n'êtes pas très attentif, on va vous dire que ça coûte 1 franc. Maintenant, si vous êtes suffisamment fort pour discuter, vous pouvez aller à 100 francs, à 500 francs, à 1000 francs le kilogramme. Ouais. Maintenant, ça dépendra de ceux qui vont discuter, de parler de ce problème-là. Mais quand vous voulez acheter quelque chose à quelqu'un, vous lui démontrez déjà que sa valeur n'est pas
est même presque nulle. S'ils s'en vont au Niger pour prendre l'uranium, ils prennent pratiquement pour rien. Ah ouais. Et à la limite, ils vont vous dire que si nous venons chez vous prendre de l'or, si on met de l'or, on met, n'est-ce pas, plusieurs kilogrammes d'or devant nous, ici, l'or brut, personne de nous ici qui n'est pas dans le métier ne saura ce que c'est. À la limite, on va penser que c'est un simple caillou. Ouais. À la limite, on va même prendre et le jeter dehors. Ouais. Mais il faudrait que des gens qui sont prédisposés à connaître la valeur de ce bien-là puissent nous dire non, c'est un bien qui a telle valeur, qui a telle valeur. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut approcher. Il faut vous dire que vous apprendre à manger le pain, à manger le beurre ou à boire le caviar ou le vin, c'est eux qui savent ce que ça coûte. Ou bien, c'est un débat au-dessus duquel vous ne pouvez pas crier au scandale, puisque ça a eu lieu, vous avez déposé la main en ce temps-là, vous n'avez rien dit. Bon, maintenant que vous êtes rendu compte, le débat doit être mis sur la table, et puis vous allez faire prévaloir vos idées, et c'est une problématique, on doit débattre et voir comment s'en sortir, comment solder le compte des opérations. Vous avez vu, la France a dit qu'elle abandonne. Elle n'a pas dit qu'il y avait un compte à solder. Elle n'a pas dit qu'il y avait des séances qu'on devait, n'est-ce pas, s'asseoir pour voir ce qui est entré, ce qui est sorti, etc. Elle a dit qu'elle abandonnait. Et que ça veut dire qu'on met fin, on clôture le compte. Et ça veut dire que pour eux, ce compte-là est clôturé. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à dire là-dessus. Alors que normalement, la France devait s'asseoir avec ses États pour voir quelle est la situation du compte, qu'est-ce que ça a produit, comment est-ce que ça a été utilisé, et comment qu'est-ce qui reste dedans, et comment on se partage cela, ou bien qu'est-ce qui revient aux États africains avant de clôturer le compte. Ça n'a pas été fait. Non, on ne va pas perdre de notre temps là-dedans, parce qu'il ne faut pas prendre des pistes qui sont pratiquement des cul-de-sac, parce que si on prend une piste qui va ne pas avoir d'issue, ça va perdre davantage du temps. Moi, je crois que ce qu'il faut faire maintenant, c'est de dire, maintenant que l'éco va être mis en place, comment est-ce que les États vont pouvoir s'organiser? Comment est-ce que le Nigeria et le Ghana, qui ont l'expérience de la gestion des politiques monétaires chez elles, vont se mettre avec les autres pour pouvoir mettre en place l'éco? Quels sont les critères de convergence qui ont été conçus au départ? Quels sont les États qui peuvent déjà être considérés comme ayant rempli les critères de convergence qui veulent entrer dans l'éco? Quels sont ceux qui restent? Et comment faire pour que cela puisse rapidement remplir les mêmes critères de convergence pour pouvoir, n'est-ce pas, intégrer la monnaie communautaire, la monnaie de la région. Voilà comment moi je vois le problème. Et puis, comment faire pour faire sauter le dernier verrou qui consiste à dire que la monnaie a une parité fixe avec l'euro. Parce que si cette monnaie a une parité fixe avec l'euro, ça reste un problème qui va bloquer complètement, n'est-ce pas, la mise en place de cette zone, de cette monnaie dans la zone avec la présence du Nigeria et du Ghana. Ça exclut d'office ceux qui ont déjà leur monnaie, qui n'accepteront pas de venir entrer dans cette monnaie avec cette parité fixe. Alors, M. Kouni, en dépit de toute critique, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que la dissolution du franc CFA constitue une grande préoccupation en Afrique de l'Ouest, où on souhaite voir cette monnaie dite de la soumission disparaître. Alors, pourquoi cette monnaie ne fait pas autant de débats en Afrique centrale, qui est la deuxième zone franc en Afrique? Et alors, en d'autres termes, est-ce à dire que le franc CFA ne pose aucun problème dans la zone CEMAC? Le franc CFA pose autant de problèmes dans la zone CEMAC que dans la zone bien plus. Et pourquoi ce silence, ou bien pourquoi cette tranquillité? Ce silence vient de ce que les États de l'Afrique de l'Ouest, centrale, ont été totalement... D'ailleurs, la chance de l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a des États qui ne sont pas dans la zone franc. Il y a des États qui ne sont pas dans la zone franc, et ces États-là constituent, n'est-ce pas... Les anciennes colonies anglaises. Constituent quelque chose d'important pour les autres États environnants. Ces États ont fait des échanges pendant longtemps avec les États francophones. Ces États ont déjà réussi à faire des infrastructures transnationaux qui permettent d'aller tranquillement d'un État à l'autre. Et les populations se brassent, le commerce est déjà suffisamment bien organisé. Ce qui fait qu'on peut prendre appui sur ces États qui ne sont pas dans la zone franc. Dans la zone Afrique centrale, vous vous souvenez que même en ce moment, il y a un État à côté qui est en train de construire des barrières. Construire des murs, des barrières pour qu'on puisse la Guinée équatoriale. Alors quand on est dans cette situation, on est dans une situation très compliquée. Tout à fait. Une situation très compliquée. Et en plus de cela, c'est des États où vous allez voir le niveau de liberté et de démocratie
le niveau est très très réduit, c'est-à-dire que nous sommes en retard par rapport, n'est-ce pas, à l'avancée démocratique, qui est aussi quelque chose de très important, qui permet d'engranger un peu dans le développement, dans le développement. Vous avez des États ou des chefs d'État qui sont à la tête de ces États depuis très longtemps et qui sont soutenus par la France pour justement jouer le rôle d'agents français. Et vous allez voir que dans ces États, que vous preniez le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo, Brazzaville, le Tchad, le minimum c'est 25 ans de pouvoir sans alternance à la tête de l'État. C'est vrai que vous avez voulu exclure le cas du Gabon, mais il faut quand même préciser que celui qui est là est le fils de l'autre qui est parti. C'est la même chose. Le Gabon, c'est le même système. Le Cameroun, c'est près de 60 combien d'années avec le même régime. Le Gabon, pareil. Donc, cela fait que il n'y a pas de mutation qui puisse permettre, n'est-ce pas? Parce que la mutation entraîne le développement. Vous ne pouvez pas être statique et penser que vous allez conduire le développement. Moi, j'ai souvent dit, et puis on me l'a beaucoup reproché, mais je l'ai toujours dit, chaque fois que vous êtes à la tête d'un État, vous êtes un chef d'État, vous venez avec un programme politique. Tout à fait. Même si vous êtes le plus grand génie du monde, quand vous avez fait un mandat et un deuxième mandat, vous avez eu le temps de dérouler tout ce que vous pouviez. Si vous faites un troisième mandat, vous vous répétez. Vous vous répétez. Quand vous êtes au 6e ou 7e mandat, vous ne faites plus absolument rien à la tête d'État. Vous êtes en train d'occuper le poste, d'asservir votre peuple et de perdre du temps à votre pays parce que vous ne pourrez pas, n'est-ce pas, vous refaire une virginité pour prendre une autre direction. Et puis vous avez déjà un certain nombre, n'est-ce pas, de récriminations et de reproches, etc. Et vous ne pouvez que continuer à faire les mêmes choses. Et on ne développe pas un État de cette manière. Donc, on ne peut pas être dans un système de parti unique pendant 20 ans. Ensuite, être soi-même président dans un parti unique pendant 10 ans. Tout à fait. Et ensuite, rentrer maintenant, vouloir être un président dans un système démocratique. Non, vous ne pouvez pas vous le faire une virginité. Ça, c'est des gymnastiques qui ne peuvent rien donner. Donc, les Français nous ont mis dans cette situation. Et je peux vous garantir que la situation de l'Afrique centrale va aller s'aggravant jusqu'au moment où nous allons réussir à libérer nos États et mettre à la tête de ces États-là des nouvelles personnes. Il ne s'agit pas forcément des jeunes personnes. Je dis bien des nouvelles personnes. Parce que vous pouvez avoir votre programme dans la mallette pendant 30 ans. Monsieur Mitterrand avait son programme de modernisation de la France dans la mallette. Il l'a gardé pendant 25 ans. Et quand, en 81, il a gagné les élections, il a dit « Je viens appliquer le programme commun de la gauche, qui est mon programme politique que j'ai depuis toujours. » Et quand il est arrivé, le premier décret qu'il a pris, c'était, par exemple, la suppression de la tutelle de l'État sur les communes. C'est-à-dire que les préfets n'étaient plus obligés d'approuver les actes des maires, etc. Il a libéré les maires et il a dit, je veux ramener la France dans la modernité. Il a fait ce qu'il a pu faire. Tout le monde a vu qu'avec l'arrivée de Mitterrand, la France est sortie n'est-ce pas, de cet aspect un peu obscur pour voir la lumière. Donc, il s'agit des changements. Le changement, la mutation, c'est de mettre une nouvelle personne qui va regarder le pays sous un autre prisme et avec d'autres objectifs et d'autres idées, d'autres façons de faire. Et tant que nous n'allons pas franchir le cap, alors ça va être très compliqué. On ne peut pas demander à ceux qui nous gouvernent là aujourd'hui de sortir du franc CFA et d'entrer dans une autre monnaie. Ça sera très compliqué pour eux. De toute façon, ils n'accepteront pas. Alors, M. Kouni, on a quand même vu le président Ouattara, qui est le président en exercice de l'UEMOA, aller négocier, plus ou moins prendre d'abord la position par rapport au changement de cap concernant le franc CFA, mais également aller discuter de près avec le président Macron pour qu'on arrive plus ou moins à une sorte de libération ou bien à une sorte de flexibilisation française. Mais je voudrais poser la question, est-ce que de fil en aiguille, les mêmes causes ne peuvent pas produire les mêmes effets en Afrique centrale, que l'on arrive quand même à voir que les présidents africains ou bien les présidents de l'Afrique centrale. Je ne voudrais pas spécifiquement me baser sur le cas du président camerounais qui est le président en exercice de la CEMAC, mais toujours est-il qu'un autre jeune président, peut-être pourquoi pas Ali Bongo, ou bien l'un d'entre eux, prendre aussi l'initiative d'aller négocier ou bien plaider auprès du chef de l'État français en vue d'une flexibilité et d'un changement de cap aussi pour le franc CFA en Afrique centrale. Oui, vous avez bien pris le cas de M. Ouattara. Alors, M. Ouattara, quand il va négocier,
il négocie parce qu'il avait besoin de laisser quelque chose à Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui envisage déjà son départ, donc il a envie de laisser ses empreintes. Il pense qu'il doit laisser quelque chose pour que la postérité retienne qu'on est sorti avec l'ère de Ouattara, quoi qu'on dise de lui, parce qu'il a beaucoup de casseroles qui tirent. Vous vous souvenez des années 2000. Ouais, nonobstant tout cela, il veut partir en laissant, et il a dans la tête l'idée de partir. Alors si vous prenez tous les présidents de l'Afrique centrale, personne ne vous dira qu'il a l'idée de partir. Il faut préciser que le président Ouattara a déjà déclaré officiellement qu'il ne sera plus candidat aux prochaines élections en décembre. Et puis il a même dit qu'à un certain âge, en réalité, lui étant, n'est-ce pas, justement, à cet âge-là, et étant au pouvoir, en réalité, quand à cet âge, on continue à y rester, on ne fait plus rien, on perd du temps. Et il veut donc partir en laissant ce qui le détermine, n'est-ce pas, à aller faire ces négociations. Est-ce que vous pensez, en regardant tous les présidents de l'Afrique centrale, qu'il existe un seul qui a l'intention de vouloir partir, auquel cas il irait faire quelque chose pour se dire que je laisse quelque chose à la postérité? Non, ils pensent tous qu'ils ont encore, même s'ils ont 80 ans, ils peuvent sauter, ils peuvent plonger, ils peuvent courir, plus que tout le monde, etc. Ils peuvent encore faire beaucoup de choses et c'est bien dommage. Ça fait que l'Afrique centrale est prise dans l'étau de quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si dans le monde entier, il y a eu, peut-être dans l'Antiquité, ou je ne sais pas à quelle époque, une zone qui a connu ce que nous connaissons, mais j'avoue que nous sommes pris dans l'étau de quelque chose de très grave. Donc, je ne sais pas. Et la France, nous ne pouvons pas rien attendre de la France, parce que tout cela se fait dans l'intérêt bien compris de la France. On ne peut pas demander à la France de défendre nos intérêts, qui sont des intérêts qui vont dans le sens contraire des siennes. La France peut-être aimer les populations de l'Afrique centrale, mais elle doit se préférer. Elle doit préférer ces populations aux populations de l'Afrique centrale. Donc, les populations de l'Afrique centrale doivent faire des efforts, parce que quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, vous regardez au Bénin, vous voyez que c'est un nouveau président qui fait ce débat. Quand vous regardez au Burkina Faso, c'est un nouveau président qui parle avec beaucoup d'emphase. Quand vous regardez au Sénégal, c'est un nouveau président qui parle avec beaucoup d'emphase. Quand vous regardez même au Sénégal, c'est un nouveau président qui n'a fait qu'un mandat, qui parle avec beaucoup d'emphase, qui pense qu'il ne peut pas s'éterniser là, puisque ces personnes ne sont pas éternisées là. Ça donne comment dirais-je, de l'énergie à chacun de se dire: qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je vais laisser quand je vais quitter le pouvoir? Qu'est-ce que la prospérité retiendra de moi? Est-ce qu'on retiendra que j'étais la personne qui a pu, n'est-ce pas, faire en sorte que le franc CFA puisse connaître sa fin? Et si c'est le cas, c'est un héritage qui fera que mon nom restera gravé, n'est-ce pas, dans les annales d'or, n'est-ce pas, de mon pays. Mais en Afrique centrale, je pense que l'idée n'entre pas de cette manière et que les chefs d'État ont d'autres préoccupations, et particulièrement celle d'être soumise au maître, et puis d'être, comme quelqu'un l'a dit à un moment donné, le meilleur élève du professeur. Alors, suivant votre regard d'expert financier, économiste, est-ce que vous êtes optimiste quant à, finalement, que les pays d'Afrique, ou bien les pays qui sont sous l'emprise du franc CFA, ou bien qui partagent en commun le franc CFA, arrivent un jour à se débarrasser complètement de cette monnaie et se débarrasser aussi complètement de la tutelle française en matière de gestion, mis à part la parité sur l'euro et tout ça? C'est-à-dire le fait qu'on arrive à un stade où la France est complètement hors jeu sur ce qui concerne la gestion de la monnaie commune de ces États, que ce soit en Afrique centrale ou bien en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous êtes optimiste, monsieur? Je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que, et puis je suis heureux de constater ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Parce que le problème est posé sérieusement. Et puis, les États d'Afrique de l'Ouest ont la chance de s'accrocher, n'est-ce pas, sur d'autres États, qui sont des États qui ont été colonisés par la puissance anglaise, et qui sont vraiment assez libres. Bon, nous sommes dans un environnement mondialisé, il y a même une gouvernance mondiale, mais qui sont assez libres, je veux dire, pour ce qui est, n'est-ce pas, de la gestion de l'économie. Et que la France le veuille ou pas, on va arriver à une situation où les États de l'Afrique de l'Ouest, qui sont déjà accrochés et qui ont posé le problème, qui a une grosse problématique qui est posée par rapport au franc CFA, on va seulement avancer, on ne pourra plus reculer. Donc, il y a des verrous que la France continue à tenir, mais ça ne peut pas durer longtemps. Ça ne peut pas durer longtemps. D'ailleurs, quand les gens comme Ouattara et les autres vont partir, les jeunes loups qui vont arriver vont certainement être un peu plus vifs, plus prompts, et puis on n'assistera plus aux gens qui sont, n'est-ce pas,
mis au pouvoir par la France, je ne crois pas. Et on assistera même aux gens, même s'ils sont mis au pouvoir par la France, qui vont penser qu'ils pourront, n'est-ce pas, gouverner pendant un mandat et s'en aller. Tout à fait. Et parce que maintenant que, comme le président du Bénin, quand lui pense qu'il peut faire un seul mandat et s'en aller, vous voyez, quand il parle, vous sentez que c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui veut laisser quelque chose à la postérité, et qui ne veut pas, n'est-ce pas, s'éterniser au pouvoir. C'est un homme d'affaires qui est arrivé et qui veut faire ses marques et rentrer, continuer ses affaires, bien sûr. Donc, c'est ce type de président que nous voulons. Ce n'est pas des présidents qui sont, comment dirais-je, qui sont des fonctionnaires. Hein. Un président fonctionnaire, le président éternel au pouvoir, il est fonctionnaire, il fonctionne depuis très longtemps et il pense que c'est son travail. Être président pour lui, c'est plutôt une fonction et non un pouvoir qu'on gère. Et c'est ce que la France a essayé de faire, de mettre des fonctionnaires au pouvoir, qui sont des fonctionnaires français au service de la France. Il faudrait que les opérateurs économiques, des acteurs économiques, des acteurs de la société civile puissent, n'est-ce pas, arriver au pouvoir en ayant leur métier et qui puissent penser que après le pouvoir, ils peuvent réintégrer le métier et continuer à faire ce qu'ils avaient à faire. Et en ce moment, que ce soit des avocats, que ce soit des experts dans ceci ou en cela, qui arrivent au pouvoir et qui, après le pouvoir, retrouvent leur métier. Moi, je crois que quand on a de quoi faire après le pouvoir, on n'a pas peur. Donc, je crois que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest est une grande chance pour l'Afrique et que l'écho, que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, est un précédent qui va pouvoir, n'est-ce pas, emporter le franc CFA et que les Français eux-mêmes le savent. Ils savent que dans un temps relativement proche, ils ne pourront plus avoir la même mise sur les économies africaines. Et je crois que c'est une bonne chose. Alors, cette dernière question pour sortir. Alors, au regard de toute la controverse qui entame cette fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest, et plus précisément la résilience des uns et des autres par rapport à cet écho qui doit être adopté toujours avec une fibre maternelle de la France et surtout l'inquiétude de ces pays anglophones en Afrique de l'Ouest, ces grandes puissances, le Nigeria, le Ghana, on l'a indiqué, qui estiment que s'il y a encore un contact entre ces États ou bien cette monnaie et la France, ces États ne seront pas prêts à pouvoir coopérer dans cette monnaie unique qui doit être mise en place dans la CEDEAO. Alors, au regard de tous ces paramètres, est-ce qu'on peut vraiment croire que d'ici le 1er juillet 2020, l'éco peut être mise en circulation en Afrique de l'Ouest, M. Kouni? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il va certainement, même l'euro, hein, même pour la mise en place de l'euro, il y a eu des dates qui ont été prorogées. Donc, ils ne vont pas faire de la magie ou bien pas faire le miracle. Moi, je crois qu'il y a encore des difficultés. Et puis, vous n'avez pas des inquiétudes. Non, il ne faut pas appeler ça inquiétude. Il y a une problématique. Il y a un ensemble de verrous. Ouais. Hein? Le Nigeria n'est pas inquiet. Le Nigeria... C'est exactement qu'il y a des problèmes. Et puis, c'est tout à fait normal que ces problèmes existent. Ces verrous, on va leur dire qu'il y a tel verrou qu'il faut faire sauter. Ouais. Et il y aura certainement peut-être des États courageux, comme le Bénin, comme le Burkina Faso, qui pourront sauter dans l'écho. En faisant sauter ce verrou-là. Ouais. Parce que quand on regarde ces États, on se rend compte que les chefs de ces États ont un peu plus de liberté que les autres. Il faut même préciser que pour ce qui concerne les critères de convergence, le Togo remplit tous ces critères et si c'est demain qu'on devait lancer l'éco, le Togo remplit toutes les conditions pour y être. Oui, et puis il y a des chefs d'État qui vont certainement franchir le cap et y entrer. D'autres ne pourront pas, compte tenu d'un certain nombre de contingences ou d'engagements pris ou tout ce que vous voulez, et ils vont traîner les pieds. Et en ce moment, il appartiendra au peuple de faire la pression, n'est-ce pas, sur leurs dirigeants pour que le verrou saute. On sait quand même, si je ne vous coupe pas, M. Kouni, on sait quand même que pour pouvoir mettre en circulation une monnaie, il faut d'abord créer la banque centrale qui va l'encadrer. Il faut créer également des institutions pour battre la monnaie. Il faut mettre sur pied un certain nombre de ces choses-là pour que cela soit vraiment en circulation. Est-ce que vous ne trouvez pas que la date du 1er juillet, telle qu'indiquée, n'est pas très très proche ou quoi? Non, elle est très proche. Et elle est très proche, mais il faut noter que ce soit le Ghana, que ce soit le Nigeria, ces États ont leur banque centrale et elles battent monnaie. Vous croyez à une certaine reconversion? Non, la banque centrale va se situer quelque part. Ouais. Hein, parce qu'à l'euro, la banque centrale se trouve à Berlin. À Berlin, ouais. Donc, on n'a pas mis la banque centrale partout. C'est là-bas qu'on bat monnaie. Et avant, c'est dans cette banque centrale que la monnaie allemande était battue. Donc,
ce n'est pas un problème, puisqu'il y a déjà des États qui... Si on était en Afrique centrale, on pourrait se poser la question. Étant entendu que... Aucun de ces États ne frappe monnaie. On ne bat pas monnaie. Mais je crois que le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème se pose en termes d'un certain nombre de critères ou de verrous qui sont encore là et des critères de convergence qui ne sont pas encore remplis par un certain nombre d'États. Et je crois que si 3-4 États sont prêts, ces 3 ou 4 États peuvent rentrer dans l'éco et puis mettre la monnaie en marche en attendant que les autres États, n'est-ce pas, puissent se conformer. Alors, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Africa TV, c'est sur ces belles paroles de M. Emmanuel Kounien, économiste et expert financier, que nous allons mettre fin à cette autre édition de votre émission préférée d'économie sur Africa TV Economy First. Avant de nous quitter, M. Kounien, merci d'avoir accepté l'invitation de Africa TV. C'est moi qui vous remercie et j'espère que la prochaine sera la meilleure. Naturellement. Sur ce, mesdames et messieurs, merci de votre bien aimable attention. Au revoir. Et à la prochaine pour une autre édition d'Economy First sur la chaîne panafricaine Africa TV. Au revoir et bonsoir.